Le 30 juillet dernier, Masahiro Sakurai apparaissait dans un nouveau Nintendo Direct pour présenter en détail le tout nouveau personnage qui vient de rejoindre les rangs de Super Smash Bros Ultimate, les héros de Dragon Quest. Ce sont 4 personnages en un qui représentent les différents héros de plusieurs épisodes de la série et qui amènent avec eux une toute nouvelle façon de jouer. Et à voir toutes les vidéos qui fleurissent sur internet, il paraît qu'il est très fort. Mais pendant cette présentation, un détail m'a interpellé. Habituellement, ces vidéos commencent soit par un trailer qui montre le nouveau personnage, soit par une présentation directement en jeu qui détaille les attaques et les capacités du nouvel arrivant. Mais là, Sakurai commence directement par présenter la licence Dragon Quest, en insistant sur son statut iconique, sur son influence et sur sa renommée. Un carton apparaît même montrant la date de sortie du prochain jeu Dragon Quest à venir sur Switch. C'est la première fois qu'une vidéo dédiée à Super Smash Bros s'ouvre sur la date de sortie d'un jeu, et encore plus unique, un jeu qui n'est pas développé ou édité par Nintendo. Et lors de l'E3 2019, la conférence de Nintendo avait déjà dédié son ouverture à Dragon Quest, puisqu'elle commençait directement par le trailer révélant ce nouveau personnage de Super Smash Bros. Un trailer qui a été suivi, sans transition, par celui de Dragon Quest 11S, avant même l'habituelle première prise de parole par les dirigeants de Nintendo. Et si avoir le trailer d'un personnage de Super Smash Bros en ouverture d'une conférence Nintendo n'est pas inhabituel, c'était déjà le cas de l'annonce de Shulk dans Super Smash Bros for Wii U et 3DS, celui de commencer une conférence Nintendo par un jeu édité par Square Enix l'est déjà un peu plus. Du coup, je me suis demandé si Super Smash Bros n'est pas, en plus d'être un excellent jeu de combat, un panneau publicitaire géant pour les éditeurs de jeux vidéo. Super Smash Bros c'est un jeu de combat, mais c'est avant tout un crossover qui permet à Nintendo de fabriquer son histoire au travers de ses jeux. En regardant chacun des opus de la série, on voit ce qu'était Nintendo à une époque particulière, quels étaient leurs grands jeux, ce qu'ils ont mis en avant et leur influence. Et à force d'épisodes, par un effet d'accumulation, Super Smash Bros est devenu un véritable musée du jeu vidéo. Un effet encore plus accentué par les trophées qu'on gagne en jeu et qui donnent des infos sur les personnages et les jeux de la firme. Et avec Super Smash Bros Brawl et l'arrivée de Sonic et Snake, la série a dépassé le seul cadre de Nintendo pour incorporer toujours plus de personnages issus de divers éditeurs et de studios de l'industrie. À chaque nouvel ajout, le jeu reflète l'actualité et l'histoire récente de ses licences. Et certains ajouts suivent même de très près l'actualité du jeu vidéo, et c'est même devenu une tradition de voir apparaître à chaque nouveau Smash Bros au moins un personnage récent de la série Fire Emblem et un Pokémon de la génération en cours. Et il n'est pas rare que les personnages changent de design et d'attaque entre deux jeux pour refléter l'évolution de chaque série, comme Link qui possède maintenant le costume de Breath of the Wild après avoir eu ceux de Ocarina of Time et de Skyward Sword, ou Mario qui a obtenu une nouvelle attaque utilisant le jet de Mouth Sunshine dans l'épisode Brawl, ou encore Luigi qui obtient l'aspirateur de Luigi's Mansion 2 dans Super Smash Bros for Wii U et 3DS. Et parfois, plus que l'actualité des jeux Nintendo, c'est l'actualité de Nintendo, l'entreprise, qui se ressent au travers des épisodes, comme quand Nintendo avait dû racheter les licences Donkey Kong Country après que Microsoft ait acquis Rare en 2002, puisque quelques mois plus tard, en 2003, Diddy Kong commence à devenir un personnage récurrent de l'univers Mario. On commence à le retrouver dans les jeux de tennis, de foot, dans les Mario Kart, les Mario Party, et évidemment dans le Super Smash Bros suivant en 2008. Et c'est une histoire similaire qui fait apparaître Shulk dans Super Smash Bros en 2014. C'est un personnage issu de Xenoblade Chronicles, un jeu sorti en 2010 qui est le premier jeu Xeno sorti après que Nintendo soit devenu actionnaire majoritaire de Monolith Software. Ce qui explique aussi pourquoi Shulk et Xenoblade Chronicles ont fait l'ouverture et la fermeture d'un Nintendo Direct. C'est quasiment devenu une licence de la firme. Et si au moment de leur arrivée dans ce match, la plupart des jeux dont sont issus les combattants étaient déjà sortis, parfois Nintendo a utilisé sa licence pour teaser l'arrivée de nouveaux jeux avant leur sortie officielle, voire même avant d'avoir rendu public les premiers trailers. C'est ce qui s'est passé avec Ultimate qui a révélé l'apparence de l'aspirateur de Luigi's Mansion 3 avant même que le premier trailer n'ait été révélé, puisqu'il est montré en juin 2019 quand Super Smash Bros Ultimate sort en décembre 2018. Et en remontant dans la série, on peut voir que ce n'est pas une exception, puisque Super Smash Bros for Wii U et 3DS avait déjà intégré le stage de Yoshi Woolly World 9 mois avant la sortie du jeu original. Et Super Smash Bros Melee avait intégré Roy en nouveau personnage jouable 4 mois avant la sortie de Fire Emblem Fui no Tsurugi. Tous ces éléments agissent comme des teasings et sont comme des bonus accordés aux fans de Nintendo qui découvrent, avant tout le monde, des indices sur les prochains jeux à venir, que ce soit par les personnages, les arènes et même les trophées, puisqu'un personnage de Cubivore avait été représenté dans Melee, portant la mention sortie prochaine et annonçant l'arrivée du jeu un mois après Smash Bros. C'était aussi le cas pour les trophées qui représentaient des personnages de Animal Crossing, mais manque de chance ou de coordination, Dobutsu no Mori était déjà sorti depuis 7 mois à l'arrivée de Super Smash Bros Melee. Il y a une habitude du teasing de Nintendo avec ses Super Smash Bros. Un teasing qui d'ailleurs ne fait que s'allonger au fil des opus de la série, puisqu'on peut remarquer que la durée entre l'apparition dans Smash Bros et la sortie du jeu passe de 4 mois pour Fire Emblem Fui no Tsurugi à 9 mois pour Yoshi Woolly World et 10 mois pour Luigi's Mansion 3 s'il sort bien à la date prévue.
C'est une forme de campagne marketing qui permet de préparer les fans de Smash Bros aux nouveaux titres Nintendo à venir, de créer de l'attente et d'amener l'attrait de la nouveauté. Et c'est une stratégie similaire qui a été utilisée avec les Ice Climbers dans Super Smash Bros Melee en 2001. Une arrivée qui annonçait une opération marketing qui n'a finalement pas vraiment eu lieu, ou en tout cas seulement en partie. Ce sont les premiers personnages de la génération Famicom à être inclus dans ce match, et avec Mr. Game & Watch, ce sont les seuls à ne pas avoir eu de titre récent à leur image, puisque le dernier Ice Climber à ce moment-là datait de 1984. Mais de septembre 2002 à avril 2003, Nintendo lance sa gamme de jeux sur e-reader, une sorte de lecteur de cartes magnétiques pour la Game Boy Advance. Et ce ne sont pas moins de 13 jeux qui vont sortir en 3 vagues, et ce sont tous des rééditions de jeux Famicom. On retrouve Balloon Fight, Clu Clu Land, Excite Bike, Urban Champion et évidemment Ice Climber. Et si je vous parle de ces 5 jeux en particulier sur les 13 que compte la gamme, ce n'est pas un hasard, c'est parce que les personnages de tous ces jeux avaient été pensés pour apparaître dans ce Smash Bros Melee. Et c'est intéressant parce que ça annonçait certainement une opération marketing en refaisant émerger et connaître aux plus jeunes ces licences oubliées, avant de les reproposer à la vente avec des rééditions. Et plus proche de nous, c'est exactement la stratégie qu'a utilisée Nintendo en choisissant d'intégrer le duo Duck Hunt dans Super Smash Bros for Wii U et 3DS, puisqu'à la fin du trailer qui officialise l'arrivée de ces personnages, le petit logo Duck Hunt apparaît avec l'annonce que le jeu sera disponible dans la console virtuelle. Et s'il y a déjà eu des teasings dans la série depuis 2001 avec Roy et les Ice Climbers, c'est la première fois que Smash Bros est utilisé comme un véritable support de communication de façon aussi explicite. Nintendo misant sur la popularité affirmée de son jeu de combat pour vendre des portages de ses anciennes licences. C'est le début des pubs. Dans la pub, ce sont des annonces pour d'autres jeux dans un trailer qui annonce lui-même un nouveau jeu. Et c'est une technique qui sera réutilisée dans Super Smash Bros Ultimate, avec justement le trailer de Hero, qui sera suivi par l'annonce et la date de sortie du prochain jeu Dragon Quest. Et de façon plus implicite, c'est la même chose dans le trailer de Isabelle, où Tom Nook apparaît à la fin et annonce qu'il va devoir prendre les choses en main. Une sorte de teaser de Animal Crossing New Horizons qui met justement en scène Tom Nook, et qui n'a pourtant été révélé que bien plus tard, en juin 2019. Et ce Smash Bros for Wii U et 3DS marque aussi le début des DLC, amenant avec lui de nouvelles formes de campagne marketing qui seront rendues possibles avec cette nouvelle façon de publier du contenu, plus à même de suivre l'actualité et d'interagir avec les joueurs et joueuses. C'est par exemple le cas du Super Smash Bros Fighter Ballot, qui permettait aux joueurs de voter pour les personnages qu'ils voulaient voir apparaître dans la série. Et c'est finalement Bayonetta qui sera ajouté grâce à cette campagne, et elle arrivera quelques mois plus tard sous la forme d'un DLC payant. Et cette réactivité s'illustre aussi avec la sortie de Super Mario Maker, puisque seulement 2 semaines après la sortie du jeu, Super Smash Bros accueille le DLC de Mario Maker. Et puisqu'un DLC, ce niveau est un véritable trailer du jeu qui montre toute l'étendue des possibilités du titre. Il montre qu'on peut créer un niveau avec la main qui place les éléments en début de match, il montre qu'on peut changer d'univers visuel puisque tout au long du combat le niveau va changer de direction artistique, et surtout, il montre tout l'éventail des possibilités de création, puisque le niveau est généré aléatoirement et n'aura jamais 2 fois le même design. C'est une véritable démo de Mario Maker sous la forme d'une arène. Et enfin, ce Super Smash Bros for Wii U et 3DS marque aussi l'arrivée du logo Super Smash Bros Cross. Et il va être très important puisqu'il va montrer l'évolution dans la façon dont vont s'afficher les licences et dans la façon dont les éditeurs tiers vont utiliser Super Smash Bros comme outil marketing, et plus seulement Nintendo. Ce logo apparaît pour la première fois lors de la première vague de costumes pour les Mii en DLC. Dans le trailer, on peut voir s'afficher entre autres The Legend of Zelda pour le costume de Majora's Mask, le logo de Xenoblade Chronicles et celui de Mega Man pour les costumes de Proto Man et de Mega Man X. C'est un tout nouveau logo qui n'était pas apparu dans les trailers précédents comme ceux de Mega Man ou de Pac-Man où il aurait pourtant eu sa place. Ce logo est créé pour annoncer les partenariats des cosmétiques des Mii. Mais il ne va pas rester cantonné à ce rôle très longtemps et son utilisation va très vite évoluer puisqu'à peine 2 mois plus tard, il va être associé à un personnage jouable dans le trailer de Ryu. Et ça marque la première fois qu'un personnage d'une licence tierce est annoncé avec le logo de son jeu d'origine. Puis dans l'annonce du DLC suivant, la forme va encore une fois évoluer puisque dans le trailer de Cloud, les logos de Super Smash Bros et de Final Fantasy VII ne seront pas ensemble sur un fond blanc, mais se succéderont l'un après l'autre, prenant une place égale à l'écran sans se parasiter mutuellement. Le logo de Final Fantasy bénéficiant même d'un traitement particulier avec une petite animation et la météorite qui se dessine après l'apparition du texte. Et pour le DLC de Bayonetta, le traitement va encore une fois changer puisqu'il n'y aura tout simplement aucun logo dans son trailer de présentation.
Et Super Smash Bros Ultimate va de nouveau utiliser ce logo pour marquer l'arrivée des nouveaux personnages des licences tierces, comme Castlevania, Persona 5, Dragon Quest et Banjo-Kazooie. Mais il ne sera ni utilisé pour le Rathalos de Monster Hunter, qui arrive en tant que boss du jeu, ni pour Ken, qui fait pourtant sa première apparition. Et ce logo est justement intéressant pour ça, parce qu'en ne s'affichant pas de façon identique pour tous les trailers et pour tous les personnages, il donne un aperçu de l'envers du décor, et des accords qui se sont négociés entre Nintendo et les autres éditeurs. Et on peut voir comment Super Smash Bros est utilisé comme support de communication par les différentes marques, et non plus seulement par Nintendo comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et on peut aussi voir comment Super Smash Bros devient partie intégrante de la communication de ses licences. D'abord en affichant le logo des jeux originaux, puis plus récemment en intégrant l'arrivée de leurs personnages dans la série dans une stratégie marketing et un plan de communication. Et ça peut se voir avec Square Enix et Dragon Quest, mais aussi avec Atlus et l'arrivée de Joker de Persona 5 en DLC. Le premier teaser de Joker est révélé au Game Awards par Nintendo le 6 décembre 2018, la veille de la sortie de Super Smash Bros Ultimate. C'est le tout premier personnage du pack DLC Fighter Pass qui a été annoncé. C'est une vidéo un peu mystérieuse puisque pour la première fois, on ne voit qu'une cinématique sans avoir le détail des attaques, comme c'est le cas traditionnellement dans ces annonces de personnages. Et fin décembre, Masahiro Sakurai apparaît dans une interview au Japon, conduite par Atlus, pour parler de ses personnages préférés de Persona et de ce qu'il préfère dans la série. C'est évidemment une interview promotionnelle qui tease encore un peu plus l'arrivée de Joker dans la série. Puis en février 2019, soit 2 mois plus tard, Nintendo sort une vidéo annonçant la mise à jour 3.0 de son jeu et révèle enfin le design de Joker, sans en dire plus sur ses attaques. Et c'est en avril de la même année, encore 2 mois plus tard donc, que la campagne de communication de Atlus commence officiellement, puisque le 2 avril, un site teaser est mis en ligne annonçant que des infos sur les prochains jeux Persona seront révélées. Le lendemain, le 3 avril, GNN publie sur son site une interview du vice-président de Atlus qui parle de la Switch comme d'une console attirante pour un jeu Persona, mais sans en dévoiler davantage. Le 16 avril, Nintendo publie une vidéo montrant pour la première fois les mouvements de Joker en jeu et en détaillant enfin ses capacités. Le lendemain, le 17 avril, le DLC est publié et disponible à l'achat. Et à peine une semaine plus tard, le 25 avril, au terme de 2 jours de concert Persona, Atlus publie officiellement les trailers de ses prochains jeux de sa licence. Persona 5 S, nouvellement connu sous le nom de Scramble, qui va sortir sur PS4 et évidemment sur Switch. Et on peut voir avec cette progression des annonces, teasant et dévoilant Joker, puis l'arrivée d'un Persona 5 sur Switch, comment Super Smash Bros s'inclut dans la campagne de communication de Atlus, et ajoute à la visibilité que peut obtenir l'éditeur pour son jeu. Et ce ne sont pas les premiers à faire ça, puisque déjà dans Super Smash Bros for Wii U et 3DS, Square Enix avait fait une tentative en sortant le DLC de Cloud moins d'1 mois après la sortie de Dissidia NT. Et plus récemment, c'est certainement l'arrivée de Simon et Richter Belmont dans Super Smash Bros Ultimate qui a amené la licence Castlevania à sortir de son long sommeil. Simon et Richter sont révélés en août 2018 dans le même trailer, et c'est d'ailleurs la première fois qu'une licence tierce arrive directement avec 2 personnages. Puis en octobre de la même année, 2 mois avant la sortie de Super Smash Bros Ultimate, Konami sort une nouvelle compilation de sa licence. C'est Castlevania Requiem, une exclusivité PS4 qui comprend entre autres le jeu Symphony of the Night qui met en scène Richter Belmont. Puis en mai 2019 sort Castlevania Anniversary Collection, une compilation anniversaire qui sort simultanément sur PS4, Xbox et bien évidemment sur Switch. Ce sont 2 compilations Castlevania qui sortent à moins d'1 an d'écart, entrecoupées par l'arrivée de Smash Bros. Alors que le dernier Castlevania est sorti en 2014 et que la dernière compilation de la licence datait quand même de 2008, soit 11 ans auparavant. Là encore, même si c'est moins direct qu'avec Joker et Dragon Quest, on peut sentir que Smash Bros a fait office de tremplin de communication. Il y a eu une véritable progression du marketing utilisant Super Smash Bros par les éditeurs tiers au fil des années et des opus de la série. C'est l'épisode sur Wii U et 3DS qui marque un véritable tournant dans la façon dont les éditeurs vont promouvoir leur licence, en utilisant l'énorme visibilité que leur offre la série. Super Smash Bros devient un espace de communication pour l'industrie du jeu vidéo. Hero, qui est le tout dernier DLC arrivé sur Super Smash Bros, a intégré toute cette progression, puisqu'on y retrouve tous les éléments de communication qui sont apparus au fil des ans. Le logo de la licence, plusieurs personnages et une campagne marketing assumée avec le trailer et la date de sortie du jeu dans l'annonce du personnage. Il reste à savoir si Banjo et Kazooie, qui vont arriver cet automne, puis les 2 derniers personnages du Fighter Pass, vont infirmer ou confirmer cette tendance, en utilisant peut-être encore plus intensément Super Smash Bros comme un support de communication et un outil marketing.